Bonjour à tous et merci de me retrouver sur cette troisième partie du corrigé de l'examen qui s'articule autour des acides aminés et peptides. Sur cette troisième partie, on va voir ensemble l'utilisation des groupements protecteurs qui est très indispensable pour réaliser ce type de synthèse. Pour commencer, je vais vous lire l'énoncé de l'examen qui dit que, afin de synthétiser le dipeptide à la pro, ça veut dire alaline-proline, de manière sélective, la stratégie suivante a été employée. D'une part, la L-alaline est solubilisée dans l'eau en présence d'anhydride de l'acide tertiobutyloxyméthanoïque à 1,1 équivalent et de carbonate de sodium à 1,1 équivalent également, pour conduire après 12 heures d'agitation à température ambiante et traitement au composé 1 de manière quantitative. D'autre part, à une suspension à 0 degré Celsius de la L-proline dans de l'éthanol anhydre et additionner sous agitation du chlorure de triméthylsilane à 5 équivalents. Après agitation à température ambiante du milieu réactionnel pendant une nuit, puis évaporation sous pression réduite, le produit 2 est obtenu sous la forme d'une huile incolore avec un rendement quantitatif. Le spectre RMN du proton, dont le chloroforme deutéré à 90 MHz du composé 2, présente les signaux suivants. À 1,28 ppm, on a un triplet avec une constante de couplage J égale à 7,1 Hz qui correspond à 3 protons. Entre 1,74 et 2,13 ppm, on a un multiplet qui correspond à 4 protons. Entre 2,88 et 3,05 ppm, on a un multiplet qui correspond à 2 protons. Entre 3,66 et 3,74, on a un multiplet qui correspond à 1 proton. À 4,19, on a un quadruplet avec une constante de couplage J égale à 7,1 Hz qui correspond à 2 protons. Et finalement, à 8,52, on a un singulier qui correspond à 2 protons. Première question, nommez la fonction OCONH impliquée dans la protection de la fonction amine. Alors, cette fonction OCONH s'appelle la fonction carbamate. Et on peut également l'appeler l'urée. Voilà. Pour la question numéro 2, donnez la structure du composé 1 ainsi que le mécanisme réactionnel de sa formation. Alors, le composé 1 a été obtenu à partir de l'alaline qui a réagi avec l'anhydride de l'acide tertiobutyloxyméthanoïque. Alors, tout d'abord, on va commencer par dessiner les composés de départ. Donc, on a l'alaline, CO2H, NH2. On va avoir un CH3 qui va être en avant par rapport au plan et un H en arrière par rapport au plan. Voilà donc la L-alanine. Alors, elle a réagi avec l'anhydride de l'acide tertiobutyloxyméthanoïque, donc qui est sous cette forme. Voilà. Pardon. Voilà. Alors, pour le mécanisme, on va avoir ce doublet libre de l'atome d'azote qui va venir attaquer le site électrophile de la fonction carbonyle. Et on va avoir ce doublet qui va être récupéré par l'oxygène. Cela va conduire à la formation de cet intermédiaire. Donc, on va avoir l'oxygène qui a gagné un autre doublet d'électrons, donc il va être chargé négativement. Et on va avoir l'atome d'azote qui a engagé son doublet libre pour former la liaison carbone-azote. Et donc, elle va être chargée positivement. Et ici, on va avoir le reste de l'alaline, CH3H. Voilà. Alors, ensuite, on va avoir ce doublet d'électrons qui va se rabattre ici pour former la double liaison. On va avoir ce doublet qui va être récupéré par l'oxygène, ce doublet qui va venir déprotoner ici et ce doublet qui va être récupéré par l'azote. Et donc, cela va conduire à la formation du produit final, qu'il s'agit bien
Alors, voilà, CH3, CO2H. Voilà, donc il s'agit bien de la L-alaline protégée par le terbutoxycarbonyle. C'est ce groupement qui est connu sous son nom acronyme BOC. C'est un groupement protecteur des fonctions amines. Voilà. Et donc, on va avoir comme sous-produit le CO2, donc le CO2 qui a été généré suite à une décarboxylation, donc CO2, plus le butoxy, le terbutanol, pardon, plus le terbutanol, OH. Voilà. Pour la question numéro 3, le groupement terbutoxycarbonyle et acidolabile, écrire l'équation de réaction et le mécanisme réactionnel qui permet la déprotection de la fonction amine de la NBOC L-alaline en présence d'une solution d'acide trifluoroacétique TFA à 90% dans le dichlorométhane. Alors, on va commencer par dessiner la NBOC L-alaline. NH, CH3, CO2H. Alors, en présence d'un acide dans le milieu réactionnel, on va avoir le doublet libre d'oxygène qui va venir attaquer ce proton. Donc, on va avoir une protonation qui va conduire à la formation de cet intermédiaire plus NH, CH3, CO2H. Voilà. Ensuite, on va avoir ce doublet d'électrons qui va se rabattre ici pour former une double liaison et ce doublet qui va être récupéré par l'oxygène. Cela va conduire à la formation de cet intermédiaire cationique plus cet intermédiaire. Alors, on va avoir un OH, NH, CH3, CO2H. Voilà. Ensuite, donc on va avoir ce doublet d'électrons qui va aller attaquer ce proton, celui-là qui va se rabattre ici pour former une double liaison. Donc on va avoir une décarboxylation, voilà, qui va conduire à la formation de CO2 comme sous-produit, plus le produit final, qu'il s'agit bien de la L-alaline déprotégée du groupement protecteur qui est le BOC. Voilà. Et on va avoir donc cet intermédiaire cationique qui va se réarranger pour former l'isobutène comme sous-produit. Voilà. Voilà donc comment on déprotège la L-alaline du groupement protecteur qui est bien le BOC. Pour la quatrième question, donnez la structure du composé 2 ainsi que l'équation de réaction de la transformation de la L-proline en 2. Alors, on va commencer par dessiner la L-proline. NH. On va voir la fonction acide en avant par rapport au plan. Voilà donc la L-proline. Voilà. Donc on a dit qu'à une suspension à 0 degré Celsius de la L-proline dans de l'éthanol anhydre, dans l'éthyl OH, on a additionné du chlorure de tréméthylsilane. Et donc après agitation à température ambiante du milieu réactionnel pendant une nuit, puis évaporation sous pression réduite, on a obtenu le produit 2. Voilà. Alors, donc si vous regardez la réaction, on est bien en présence d'un acide carboxylique qui est un alcool. Donc, le produit qu'on va former, bien évidemment, ça va être l'ester correspondant. NH, CO, O, éthyle. Voilà donc le produit 2.
Et on va former avec des sous-produits, le triméthyl SiOH plus du HCl. Pour la cinquième question, donnez la définition de la saponification, détaillez le mécanisme réactionnel de saponification du composé 2. Alors, la saponification est tout simplement une réaction d'hydrolyse en milieu basique d'une fonction ester. Pour le mécanisme, donc on va prendre le composé 2, qu'il s'agit bien de l'ester qu'on a formé à partir de la L-proline et de l'éthanol. Donc, O-éthyle, voilà. Alors, au milieu basique, on va avoir ce doublet libre d'oxygène qui va venir attaquer le site électrophile de la fonction carbonyle et on va avoir ce doublet qui va être récupéré par l'oxygène, ce qui va conduire à la formation de cet intermédiaire, NH, Donc il y a l'oxygène qui a récupéré un autre doublet libre, donc il va être chargé négativement, O-éthyle, OH. Voilà. Alors ensuite, on va avoir ce doublet qui va se rabattre ici pour former une double liaison et on va avoir départ de la fonction étoxy. Cela va conduire à la formation du produit final qu'il s'agit bien de l'acide carboxylique correspondant plus éthyle au moins. Voilà. Alors ensuite, on va avoir une déprotonation de l'acide carboxylique ou de la L-proline par la fonction étoxy. Donc on va avoir ce doublet qui va venir déprotoner ici. On va avoir ce doublet qui va être récupéré par l'oxygène. Cela va conduire à la formation du produit final qui est bien la L-proline déprotonée, CO au moins. Voilà. Alors, pour la sixième question, attribuez les signaux RMN du proton du composé 2. Alors, on va dessiner le composé 2. Donc, il s'agit de l'ester qu'on a formé à partir de la L-proline et de l'éthanol. Et donc, quand on a formé cet ester, on l'a formé avec du HCl comme sous-produit. Donc, en présence d'HCl, on va avoir une protonation de la fonction amine et donc on va avoir plutôt du NH2+. Alors, pour pouvoir attribuer les signaux RMN du proton au composé 2, il faut d'abord numéroter les carbones ou les atomes qui portent des protons. Alors, on va commencer tout d'abord par ce carbone, donc qui porte 3 protons, c'est un CH3. Voilà, donc ça va être le numéro 1. Ensuite, ce carbone qui porte 2 protons, on va lui donner numéro 2. Ensuite, ce carbone qui porte un seul proton, ça va être numéro 3. Ensuite, celui-là qui porte 2 protons, 4. Celui-là qui porte également 2 protons, ça va être le numéro 5. Et celui-là qui porte également 2 protons, ça va être le numéro 6. Et on a l'atome d'azote qui porte 2 protons également, ça va être le numéro 7. Voilà. Alors ensuite, on va commencer d'attribuer ces signaux un par un. Donc on va prendre les protons que porte le carbone 1. Donc on a un 3H1. Voilà, donc ils vont coupler avec les 2 protons juste à côté. Donc le signal va être sous forme d'un triplet. Et donc c'est celui-là qui sort vers 1,28 ppm. ppm, voilà. Ensuite, pour le carbone 2, donc qui porte 2 protons, on va avoir 2H2. Donc ces 2 protons vont coupler avec les 3 protons que porte le carbone juste à côté. Donc le signal va être sous forme d'un quadruplé. Et donc ça va être celui-là qui sort vers 4,19 ppm. Voilà. Ensuite, on a le carbone 3 qui porte un seul atome d'hydrogène. Et donc ici, on n'a qu'un seul signal qui correspond à un seul atome
d'hydrogène ou un seul proton. Et donc, ça va être celui-là que porte le carbone numéro 3. Alors, on va avoir un H3. Donc, le signal va être sous forme d'un multiplé et le déplacement chimique va être entre 3,66 et 3,74 ppm. Voilà. Ensuite, on va avoir les carbones 4,5 qui portent deux atomes d'hydrogène ou deux protons chacun. Donc, on va avoir 2H4 et 2H5. Voilà. Donc, le signal va être sous forme d'un multiplé et le déplacement chimique va être celui-là qui sort entre 1,74 et 2,13. Donc, le signal va être sous forme d'un multiplé et le déplacement chimique va être entre 74 et 2,13. Voilà. Alors, ensuite, pour le carbone numéro 6 qui porte également deux protons, donc on va avoir 2H6. Donc, ça va être le signal qui sort entre 2,88 et 3,05 et qui est sous forme d'un multiplé. 2,88 et 3,05 ppm. Voilà. Et finalement, on a les protons que porte l'atome d'azote. Donc, on a 2H7. Voilà. Donc, ils vont sortir sous forme d'un singulier. Donc, ça va être ce signal qui sort vers 8,52 ppm. C'est normal parce que ces protons ils sont portés par un atome électronégatif qui est l'azote. Alors, pour la septième et la dernière question, dans le cas de la synthèse d'un dipeptide SERPro, ça veut dire sérine-proline, quel groupement protecteur de la fonction hydroxyle présente sur la chaîne latérale peut-on envisager d'utiliser? Proposer un schéma synthétique de sérine-proline en utilisant des acides aminés convenablement protégés. Alors, pour répondre à la première partie de la question, donc généralement, les alcools sont très souvent protégés sous forme d'éther silylé. Alors, dans le cas par exemple, on peut utiliser du chlorure de TBS. Alors, il s'agit bien du chlorure de terre butyl diméthylsilane. Voilà. Alors, ça forme, donc, voilà, et un Cl. Voilà. Alors, pour protéger la fonction hydroxyle de la sérine, donc la sérine, il s'agit bien de cet acide aminé, c'est H2OH, CO2H, NH2. Voilà. Donc, on va avoir ce doublet d'électrons de l'oxygène qui va venir attaquer le silicium et on va avoir départ du Cl-, ce qui va conduire à la formation de cet intermédiaire, CH2O, H plus Si. Voilà, ici on va avoir un CO2H et NH2. Et on va avoir du Cl-. Alors, le Cl-, il va par la suite déprotoner ici et on va avoir ce doublet qui va être récupéré par l'oxygène, ce qui va conduire à la formation du produit final, qu'il s'agit bien de la sérine protégée par le groupement TBS. Voilà, CO2H. Voilà donc comment on protège la fonction hydroxyle par le TBS. Et donc on va avoir comme ce produit du HCl, bien sûr. Voilà. Voilà donc on a protégé la fonction hydroxyle de la sérine par le TBS. Donc c'est H2O TBS, CO2H, NH2. Et on va passer à la deuxième partie de la question, proposer un schéma synthétique de sérine-proline en utilisant des acides aminés convenablement protégés. Alors, il faut savoir que la lecture d'un dipeptide commence du N-terminal vers le C-terminal. Ça veut dire que
dans ce cas-là par exemple de la sérine proline, on va avoir la fonction acide de la sérine et la fonction amine de la proline qui vont être engagées dans la liaison peptidique. Et donc, la fonction amine de la sérine et la fonction acide de la proline vont être libres. Ça veut dire qu'elles peuvent réagir et donner naissance à d'autres formes de dipeptides. Et c'est pour cela qu'il faut les protéger avant de mettre ces deux acides aminés en réaction. Alors, comme on a déjà vu, donc pour protéger la fonction amine, on peut faire appel au BOC, donc c'est le tertiobutoxycarbonyle. Et pour protéger la fonction acide, on peut faire appel à une estérification. Donc, on va transformer la fonction acide en fonction ester. Voilà. Donc, une fois on a protégé la fonction N-terminale de la sérine et la fonction C-terminale de la proline, on va les faire réagir ensemble. Donc, cela va conduire à la formation du dipeptide sérine-proline protégé. Donc, je vais dessiner ici, CH2OTBS, NH. Là, je vais avoir mon groupement BOC. Et donc là, je vais avoir ma liaison peptidique. Je vais dessiner en vert. Et là, je vais avoir ma fonction ester. Voilà. Alors ensuite, on va procéder à une étape supplémentaire, une étape de déprotection. Donc on va déprotéger les fonctions qu'on a protégées avant de mettre les deux acides aminés en réaction. Alors, donc comme on a déjà vu, en milieu basique, on va pouvoir hydrolyser cet ester pour revenir en acide. Donc on va faire appel à une base. C'est H2OTBS. Voilà, CON. Voilà, et ici donc on va avoir notre fonction acide. Voilà, ensuite on va faire appel à un acide fort tel que le TFA, comme on a déjà vu avant, donc pour pouvoir déprotéger le TBS et le BOC en même temps. Donc cela va nous conduire à la formation de notre dipeptide sérine proline. Alors, je vais dessiner ici, c'est H2OH. Ici, donc, la liaison peptidique. Voilà, CO2H. Voilà donc comment on a pu synthétiser notre dipeptide sérine proline en faisant appel à des groupements protecteurs. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par mail ou en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.